Alors, 18h32, cher Emmanuel, donc je propose À toi de jouer. Voilà, de lancer le débat. D'abord, je voudrais saluer tous nos amis centristes qui nous ont rejoints et sans doute d'autres vont nous rejoindre dans les quelques instants qui vont suivre, qui nous ont rejoints pour ce débat tout à fait exceptionnel dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Alors, nous avons le plaisir, la chance, l'honneur d'accueillir l'ancienne directrice générale de l'UNESCO, chère Irina Bokova. La particularité, il faut quand même le souligner, c'est que non seulement vous avez été reconduite dans un deuxième mandat de directrice, mais en plus, vous avez été la première femme directrice générale de l'UNESCO. Alors peut-être, vous allez nous le dire, peut-être que cela vous a donné un regard particulier et du coup, comment dirais-je, des objectifs un peu différents de vos prédécesseurs sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Peut-être dire à tous ceux qui nous écoutent et pour certains qui vous découvrent pour la première fois que vous avez très activement contribué à faire progresser l'égalité entre les genres, l'éducation aussi, parce que l'éducation, ça va de pair avec la reconnaissance des droits entre filles et garçons. Donc, l'éducation de qualité pour tous. Vous avez aussi beaucoup soutenu tout ce qui était action, notamment tout ce qui est financement contre le terrorisme, en luttant contre le trafic aussi illicite des biens culturels. Vous avez été aussi un ardent défenseur et promoteur surtout du combat contre le racisme et l'antisémitisme. Et en tout cas, vous avez fait avancer un certain nombre de très grandes causes humanistes qui nous tiennent particulièrement à cœur. Alors, la Journée internationale des femmes, c'est toujours l'occasion de parler d'un certain nombre de sujets, l'éducation, les questions d'égalité, comment dirais-je, professionnelle, mais aussi beaucoup, et ce qui revient beaucoup dans le débat ces derniers temps en France, mais pas seulement, la question des violences à l'égard des femmes et des filles. Celle-ci peut prendre bien sûr différents aspects. C'est bien sûr le harcèlement à l'école, c'est les questions des violences sexuelles, du viol. Je voudrais citer quelques chiffres pour commencer. Hein. Dans le monde, 35% des femmes ont subi au moins une fois des violences physiques et ou sexuelles de la part d'un partenaire intime ou bien des violences sexuelles de la part d'une autre personne. Ce chiffre ne tient pas compte d'ailleurs du harcèlement. On voit que les appels au numéro d'urgence ont été multipliés par 5 dans au moins certains pays du fait de l'augmentation des signalements de ces violences. Et on voit que chaque jour encore, c'est un chiffre terrible. 137 femmes sont tuées par un membre de leur famille. Bon, je pourrais énumérer les chiffres ainsi, mais je vais vous laisser plutôt le privilège, ça vous revient, c'est bien normal, de faire un peu le tableau de tout cela et nous dire comment vous avez contribué à faire progresser cette cause et comment encore aujourd'hui vous contribuez à le faire et comment vous nous encouragez surtout. Quels moyens pour nous encourager, nous autres qui sommes engagés politiquement ou tout simplement en tant qu'acteurs de la société civile, à le faire. Voilà, alors avec nous pour animer le débat, mon cher ami Emmanuel Dupuis, grand spécialiste des questions internationales, et puis il y aura notre collègue conseillère régionale d'Île-de-France, Clotilde Derouard, qui est auteur d'un rapport sur les violences conjugales. Et j'imagine, je ne sais pas s'il est arrivé, que notre président Hervé Morin va nous rejoindre. Oui, merci beaucoup Catherine. Tout d'abord, merci pour cette invitation si aimable. Je suis très heureuse de vous retrouver personnellement, vous, mais aussi Emmanuel Dupuis, avec qui nous avons beaucoup travaillé sur des questions internationales, et spécialement aujourd'hui, qui est la Journée internationale des femmes. Alors, cette année, le thème de la Journée internationale des femmes, tel que annoncé par Femmes ONU, c'est le leadership féminin pour une future égalitaire dans le monde de la COVID-19. Et je crois que ce thème est particulièrement, je dirais, pertinent parce que, comme vous avez bien évoqué, aujourd'hui, le monde est dans une crise de pandémie, mais avec un impact, je dirais, imprévisible sur les avancées économiques, sociales, humanitaires parfois, acquis au sein et avec
les efforts des Nations Unies. Vous m'avez demandé aussi mon expérience personnelle en tant que directrice générale de l'UNESCO et je dois dire que quand je vois aujourd'hui le recul de beaucoup de ces acquis, je trouve qu'il nous faut redoubler nos efforts, le plaidoyer, l'action politique, la volonté politique de ne pas permettre à que ces acquis sont perdus. Récemment, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, a évoqué, a sonné l'alarme que peut-être 25 ans de certains acquis vont être perdus de développement. Et plutôt, je dirais, avec l'impact très négatif, néfaste sur la situation des femmes, on voit vraiment une situation, je dirais, une crise, une situation désastreuse. Je ne dirais pas qu'il n'y avait pas des acquis avant. Nous avons vu, parce que l'année passée, on devait célébrer, malheureusement, à cause du Covid, nous devions un peu changer notre optique, mais nous devions célébrer le 25e anniversaire de la conférence importante des Nations Unies à Beijing, le document qui était la déclaration de Beijing sur les femmes, la paix et le développement. Et toujours, nous savons tous que ce document reste comme le document peut-être le plus progressif dans le domaine des droits des femmes. Après, c'était aussi la célébration du 20e anniversaire de notre document très important, c'est la résolution du Conseil de sécurité adoptée en 2000 sur les femmes, la paix et la sécurité, qui a aussi changé l'optique sur la situation des femmes, pas seulement, je dirais, comme des victimes, malgré le fait que nous savons dans les temps de crise, les conflits, les femmes, les filles sont plus affectées, mais aussi les femmes comme leaders, comme participants, comme engagées, des femmes engagées dans les négociations sur la paix. Et c'est très important de souligner aujourd'hui aussi dans le monde parce que nous avons beaucoup de recherches déjà faites qui montrent que si les femmes sont engagées dans les négociations pour la paix et pour signer aussi, pour être impliquées dans la mise en œuvre de ces accords sont plus durables. Et c'est aussi c'est le résultat de cette participation active des femmes. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit, malheureusement, la situation est très alarmante. Je trouve que toutes les données que nous avons avec l'impact de COVID-19 sur les femmes nous rappellent des responsabilités tout à fait particulières. Vous avez évoqué la violence à l'égard des femmes et des filles. Nous avons vu ça. Et je dirais que ce n'est pas seulement les pays en développement, les pays du Sud, comme nous disons, mais dans chaque pays, il y a une augmentation des violences contre les femmes. Nous avons vu aussi la pauvreté, l'impact de la crise Covid sur les femmes. Nous savons que plus de 45 millions de femmes vont encore une fois tomber dans la pauvreté extrême, que ça ajoute, il y aura plus de 400 millions de femmes déjà dans la situation de l'extrême pauvreté. Nous avons vu aussi l'augmentation de cette tendance aussi alarmante de mariage précoce pour des filles. Il y a aussi avec la culture des écoles, il y a aussi la manque de l'éducation et ce sont plutôt des filles qui, après le Covid, ils ne vont jamais peut-être à l'école, à différentes causes, c'est la pauvreté aussi, mais c'est le manque d'accès à des accès digitaux, des plateformes digitales. Et nous avons vu aussi que dans certains autres domaines, emploi, accès à la sanitation, à l'eau potable et le reste, les femmes souffrent plus.
Alors, Nations Unies, ils ont sonné l'alarme, comme j'ai dit, il y a plusieurs rapports dans ces sujets. Et ce qui est important de souligner encore une fois, c'est que le PNUD et une Femmes Nations Unies, ils ont lancé outil de faire un monitoring sur cette situation dans plusieurs pays, pas seulement les pays en développement, mais je dirais dans les pays, généralement dans les pays au monde. Alors, qu'est-ce que nous montre aussi aujourd'hui quand on parle de la situation des femmes? Parce que bien évidemment, nous parlons de Covid, mais en général, il faut dire que la situation n'est pas si positive dans le domaine économique, dans le domaine aussi politique, parce que l'année passée, les femmes représentaient en moyenne, je dirais en échelle mondiale, seulement 4,4% des chefs d'entreprise. Alors la tendance reste malheureusement qui n'est pas une tendance positive. Il y a presque 17% seulement des membres du conseil d'administration et nous savons combien c'est difficile, même en Europe, d'introduire quelques règles pour la participation des femmes dans ces conseils. À peu près 25% des parlementaires nationaux. Et j'ai évoqué aussi la question des négociations de la paix et la mise en œuvre de la décision de la résolution du Conseil de sécurité. Seulement 13% des négociateurs de paix sont des femmes. Nous ne parlons pas des chefs d'État et de gouvernement. Nous savons qu'aujourd'hui, seulement 22 pays ont actuellement à la tête des femmes. Alors, ces données montrent que nous donnons, si on veut la tendance actuelle, il faudra atteindre jusqu'au 2150 avant de parvenir à l'égalité des sexes, tous ces, je dirais, tous ces domaines très importants. Alors, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment arrêter cette tendance et comment vraiment évaluer, analyser, faire le bilan sur d'un côté la situation post-Covid, Covid et post-Covid, quelles mesures à prendre pour surmonter la crise, mais en même temps de le voir avec, je dirais, l'optique de la situation des femmes. Parce que nous savons que les crises en général, ils n'affectent pas dans la même manière les hommes et les femmes. Et c'est pourquoi c'est important de voir avec l'optique des femmes. Alors, il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait par les différents gouvernements de renverser cette tendance, mais je crois que nous sommes seulement au début parce qu'il faut bien analyser, il faut avoir des données qui sont très spécifiques aussi pour les femmes, non seulement généralité, et d'avancer dans la même manière. Alors, je crois qu'aujourd'hui, les Nations Unies, les gouvernements sont très mobilisés. Parlons de la France, je suis très heureuse que la France, avec le Mexique, ils ont pris l'initiative de célébrer, c'était prévu pour l'année passée, mais à cause du Covid, ces deux grandes conférences ont été reportées pour cette année. Maintenant, en mars, il y aura à Mexique la grande conférence, aussi le forum Génération Égalité. Et après, en juin, je ne sais pas encore les dates, mais ici à Paris, il y aura aussi ces grandes conférences des Nations Unies. Cette idée de voir le forum Génération Égalité est importante parce que ça mobilise la société civile, ça mobilise l'opinion, je dirais, mondiale généralement autour de ces idées. Ce n'est pas seulement une conférence au niveau des ministres du gouvernement, mais c'est un grand débat, c'est un grand mouvement que les Nations Unies ont lancé l'année passée et je crois qu'il faut utiliser tous les moyens
poser sur l'agenda de ces deux grands forums aussi quels sont les enjeux des femmes. Alors, vous m'avez posé les questions au début de cette conférence, de cet événement, quelle était mon expérience, mon approche quand j'ai été élue comme première femme directrice générale de l'UNESCO. Je dirais que le plus important aussi était plutôt d'avoir des femmes dans tous les postes dirigeants de l'organisation. Et moi, je suis très fière que quand j'ai été élue, les femmes occupaient 23% des postes. Quand j'ai quitté, c'était une vraie égalité, même dans certains postes de directeur et plus haut, les femmes étaient la majorité. Et c'était toutes ces femmes étaient femmes professionnelles, avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup de connaissances des dossiers. C'était ma première responsabilité et ma première tâche. La deuxième priorité était d'intégrer ces côtés, comme j'ai dit, l'optique des femmes dans tous nos programmes, de lancer certaines initiatives dans le domaine de l'éducation des filles, de voir femmes et sciences, femmes dans les médias, culture, quels sont les patrimoines et éducation aussi pour les femmes, de voir vraiment comme l'agenda 2030 pour le développement durable a déjà fait, de faire les liens entre les différents aspects de travail de l'UNESCO ou des objectifs du millénaire de développement et le lier avec les femmes. Parce que c'est la seule manière, à mon avis, de changer le don et de poser ces questions et d'aboutir à certains acquis. Moi, je crois et je trouve que l'agenda de l'égalité des femmes, qui est, à mon avis, l'agenda le plus important du XXIe siècle, ne peuvent pas être aboutis si toutes les sociétés, hommes, femmes, gouvernements, société civile, secteur privé, que toutes sont mobilisées autour de ça. Si nous n'avons pas ce grand partenariat global, nous allons continuer à discuter entre nous les femmes, mais nous n'allons pas aboutir. Et finalement, ce n'est pas seulement quelque chose qui est dans nos intérêts des femmes, mais c'est dans les intérêts de toute la société. Et ça, le message qu'il faut passer quand on célèbre, je dirais, célébration de cette journée internationale des femmes. Merci. Merci Irina, je reprends la parole. Vous avez commencé tout de suite, je voulais dire quelques mots d'introduction avant votre intervention tout à fait passionnante. Vous avez rappelé qu'il faudra 130 ans pour aboutir à cette égalité homme-femme telle que Antonio Guterres l'a redit, et vous avez soulevé évidemment une série de questions sur lesquelles peut-être on peut davantage approfondir notre mobilisation. Comme vous le savez, nous centristes sommes particulièrement heureux que enfin 40% du Parlement européen soit féminisé, alors que les deux femmes qui ont été présidentes du Parlement européen ont appartenu à notre famille politique, Simone Veil et Nicole Fontaine. Nous sommes ravis que cette continuation puisse se faire, alors même que nous parlons Ursula von der Leyen, Jacinda Ardern et Kamala Harris discutent avec les parlementaires européens. Vous avez soulevé évidemment des questions qui nous ramènent à une étude que je vous conseille de lire les uns et les autres, je pense qu'on pourra d'ailleurs l'envoyer, qui est parue aujourd'hui dans Politico Europe, qui évoque quand même que, vous m'autoriserez l'expression, on est dans une logique où le verre est parfois à moitié vide et où parfois à moitié plein. Vous avez évoqué le leadership féminin. Votre compatriote Kristalina Georgieva est bien présidente du FMI après avoir été présidente de la Banque mondiale. Il faut se réjouir que Ngozi Okonjo-Iweala soit la première femme noire africaine, donc d'Afrique subsaharienne et africaine tout court, au niveau de l'OMC, mais il faut s'étonner du fait qu'il n'y a plus une seule chef d'État africaine, puisque la dernière en date, Ellen Johnson Sirleaf, a quitté sa fonction en 2017. Évidemment, notre amie Catherine Samba-Panza l'a assumé également. Donc, ce paradoxe veut que, bien sûr, il faut se réjouir du fait qu'un certain nombre de lieux de pouvoir se féminisent. On fait un petit peu de politique. Il y a de cela quelques heures, la ministre Elisabeth Moreno a un peu taclé notre président de la République en lui rappelant que sur les 13 membres de son
cabinet, une seule, était une femme, et que la question du leadership va de pair avec la modélisation. Et je crois que vous avez raison de le rappeler, notamment pour ces jeunes filles qui voient parfois un monde d'hommes. Et notamment, et c'est la question que je veux vous poser, vous avez évoqué la difficulté d'imposer l'égalité des chances ou tendre vers l'autonomisation des femmes à travers leur participation active à l'économie. En France, on a, il y a 10 ans de cela, voté une loi, la loi Copé-Zimmermann, qui impose, c'est une sorte de discriminative action, un pourcentage de femmes dans les conseils d'administration, 40%. On en est loin, bien sûr, mais en tout cas, c'est une réalité. Est-ce que, d'après vous, il faudrait cela au niveau des instances législatives et parlementaires? On est parfois très loin des 40% que j'évoquais. Je citerai bien sûr, comme vous le savez, un certain nombre de pays africains qui sont exceptionnellement féminisés. Le Parlement rwandais est féminisé à hauteur de 63%, mais c'est une exception. Mais encore une fois, on pourrait aussi situer le Parlement namibien ou sud-africain. Donc c'est ma première question. Et puis la deuxième question, vous-même, vous l'avez évoqué, vous avez été la première femme secrétaire générale à l'UNESCO, vous avez été suivie par une autre femme, et pourtant, depuis 1945, sur les 9 secrétaires généraux de l'ONU, pas une seule femme. Est-ce qu'il ne serait pas aussi temps de féminiser, encore une fois, pour l'importance que le modèle implique, que le top leadership soit aussi féminisé? Et j'évoque aussi quelque chose, et ce sera ma dernière intervention, Irina, le fait que nous regardons parfois un peu incrédules et en étant un peu sourds et muets, le fait qu'il y a des réalités qui sont inacceptables. A été votée en octobre 2010 une résolution, la résolution 1325, qui impose la présence des femmes dans les processus de négociation suite au conflit dont elles sont les principales victimes. On l'a encore vu il y a quelques heures avec la libération heureuse des 279 jeunes filles lycéennes dans le nord-ouest du Nigeria. Comment peut-on accepter des négociations de paix à Doha entre les talibans et le gouvernement afghan alors qu'il n'y a que 3 femmes qui en font partie? Donc parfois, notre langue et notre mobilisation n'est pas assez forte. Donc nous avons besoin d'une voix forte comme la vôtre, et je voudrais que vous nous indiquiez quelques éléments de réponse par rapport à cela. Votre bricot, Irina. Oui, voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Ce sont des questions justes et en même temps très importantes. Sur le quota, parce que je crois que votre question est sur le quota, et après, je serais aussi très curieuse de savoir quelle est la réponse de Catherine, quelle est l'opinion de Catherine. Moi, je dirais que quand j'ai été jeune, je considérais que le quota, ce n'est pas nécessaire. Je croyais que le quota, c'est même offensif, c'est quelque chose qui ne justifie pas la situation des femmes, et que nous, les femmes, quand on est professionnel, on travaille, on a aussi les ambitions et on peut faire des choses naturellement. Nous allons aboutir à occuper des postes, à contribuer à la société, à nos professions et le reste. Mais malheureusement, j'ai vu que les choses ne se passent pas comme ça, que c'est très, très long. Et même, il y a des reculs. Moi, je suis très surprise de voir qu'il y a des reculs, parce que j'ai considéré que c'est un progrès humain, je dirais. Les femmes, tout le monde soutenait, tout le monde parlait, déclarait, exprimait quelques allègements, mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Et j'avoue que j'ai changé mon avis. Je considère que peut-être comme une mesure temporaire, il faut avoir des quotas, il faut avoir une situation, des conditions pour encourager des femmes d'être intégrées dans les différents domaines de la vie politique, économique, sociale et le reste. Parce que, comme vous avez dit, la question d'aujourd'hui n'est pas seulement d'avoir une femme directeur de FMI, une femme directeur de telle ou telle banque, mais vraiment d'avoir comme j'ai dit, voilà, c'est un peu bureaucratique, mais c'est une masse critique des femmes qui sont là, qui travaillent dans les différentes instances, les différentes échelles, et ça, nous n'avons pas.
Et c'est pourquoi je pense que les quotas, comme une mesure temporaire, sont nécessaires. Mais comme j'ai dit, je suis très curieuse de connaître aussi quelle est l'avis de Catherine et peut-être quelques autres des participants à cette conférence. Le secrétaire général, vous connaissez mon opinion, oui, je crois qu'il était temps déjà. Il y a 5 ans, et c'est pourquoi moi j'ai été parmi les candidates avec les autres femmes très excellentes, femmes leaders, avec comme Helen Clark, Susanna Malcora, Helen Clark, ancienne coordinatrice de PNUD, ancienne Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, Susanna Malcora, ancienne ministre des Affaires étrangères d'Argentine et ancienne directrice du cabinet du secrétaire général Ban Ki-moon. Avec eux, nous sommes très amis. Nous avons lancé il y a 2 ans, nous les 3, une plateforme. Nous avons rassemblé toutes les femmes qui occupaient des postes importants jusqu'à ce moment-là du système onusien. Et nous avons lancé un plaidoyer aussi pour le multilatéralisme et les femmes, parce que nous considérons que si le multilatéralisme est attaqué, c'est effectivement l'agenda des femmes aussi qui est attaqué. Et la question, je dois reconnaître que l'actuel secrétaire général, Antonio Guterres, qui fait un travail excellent et aussi qui a pour la première fois aussi abouti à une égalité au sein de son équipe dirigeante. Je parle des sous-secrétaires généraux des Nations Unies. Et c'est quelque chose de très important. Mais en même temps, je crois aussi qu'il est temps qu'une femme occupe ce poste. Parce que la question n'est pas seulement d'être féministe. Je connais beaucoup des hommes qui sont féministes. C'est pas les hommes qui ont fait beaucoup pour la promotion des femmes, pour l'égalité des genres. Mais je crois que même, comme vous avez dit, l'image d'une femme, le modèle d'une femme, le rôle d'une femme pour des gens, des filles qui puissent regarder et aussi se voir dans ce poste, je crois que c'est très inspirant et quelque chose de très important. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous que malgré le fait qu'il y a des résolutions, il y a des décisions, la question aujourd'hui n'est pas, à mon avis, un manque de ces décisions ou de résolutions. Il y a cette résolution qui a vraiment changé beaucoup d'esprit, la mentalité, l'approche femmes, sécurité et la paix. Il y avait quelques avancées, mais très modestes, très modestes. Si aujourd'hui il y a seulement 13% des femmes qui participent dans de différentes équipes de négociateurs, ça veut dire que cette résolution du Conseil de sécurité n'est pas acceptée d'une manière très sérieuse. Et comme vous avez aussi évoqué les négociations avec les talibans, moi je participe dans un autre réseau des femmes pour pas seulement défendre les droits, les acquis des femmes en Afghanistan, avec l'éducation des filles, aussi la participation des femmes, mais je crois qu'il faut beaucoup plus de volonté politique des différents gouvernements, beaucoup plus de pression, je dirais, sur les différents gouvernements. Dans ce contexte, je crois que c'est bien évidemment les États-Unis, parce qu'ils sont là pour aussi négocier avec les talibans aux côtés du gouvernement, mais il faut une volonté politique beaucoup plus forte. Merci Irina. Je prends une dernière série de questions. Oui, je vais peut-être… Catherine, vas-y, Catherine. Pardon. Ayant été interpellée à 2 reprises par Irina Bokova, je vais répondre à sa question, mais peut-être aussi ouvrir la réponse à d'autres collègues femmes qui sont ici présentes. Parce que la question n'est pas anodine. En somme, sommes-nous pour ou contre les quotas ? Est-ce que les quotas ont contribué à faire émerger un certain nombre de femmes dans les postes à responsabilité ? Je vais vous répondre affirmativement, oui. J'en suis le vivant exemple. Je ne serais pas là à vous parler, chère Irina, s'il n'y avait pas eu la loi sur la parité 2000, puisque je suis de la génération parité. Voilà, j'ai été élue sénatrice en 2004, donc 4 ans après la promulgation de cette loi. Non pas que j'ai été enchantée comme vous de l'obligation de quotas pour que nous puissions émerger, mais malheureusement,
faut bien se rendre compte que c'est tout de même la règle qui a permis de se creuser la tête pour aller aussi, peut-être, parfois, ce n'était pas toujours le cas dans les partis politiques, aller chercher des femmes et des femmes voilà, engagées, volontaires, on n'en manquait pas. Et c'est une bonne chose. Et je rêve du moment où on n'aura plus besoin de cette loi pour pouvoir faire en sorte que le monde sera parfaitement paritaire et avec cette belle complémentarité que nous portons ensemble. Je note que cette loi a encouragé les femmes dans ce sens qu'elle leur a donné confiance à l'idée de pouvoir prétendre. Confiance, audace, courage de le faire. Auparavant, on se disait la route est bloquée, quoi qu'il arrive. Là, la route s'est ouverte et le champ du possible est apparu. Donc, je pense que oui, il a fallu ces lois pour y arriver. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres collègues. J'aperçois des collègues, Laurence Bussière, Christelle Psica-Guirou, Caroline Lubin. Mais voilà, je pense que oui. Est-ce qu'on leur donne la parole tout de suite ou je reprends ma série de questions? Alors, j'en avais… Pardon. Peut-être qu'une ou deux peut répondre. Christelle. Oui, bonsoir à tous. Mais effectivement, je crois que tu as bien traduit le sentiment général devant cette loi qui nous a permis d'émerger. Enfin, moi aussi, j'en suis parfait exemple et je n'aurais jamais pu prétendre à la fonction de conseillère départementale s'il n'y avait pas eu cette loi. Donc, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on s'est battu sa coulpe en disant on n'est peut-être pas tellement légitime parce qu'on est là, parce qu'on est des femmes, eh bien, on bosse. Et c'est parce qu'on bosse qu'on pourra rester et le cas échéant être réélu. Donc, je pense qu'on a de la chance qu'une fois d'être une femme. La deuxième fois, c'est pas parce qu'on est femme qu'on reste, c'est parce qu'on a bossé, parce qu'on nous a trouvées compétentes, etc. Donc, c'est une opportunité, il faut la saisir. C'est sûrement un petit peu compliqué au départ pour certaines à qui on a dit, mais vous n'êtes peut-être pas capable, on n'ose pas. Et puis, voilà, il a fallu beaucoup d'encouragement. Donc, souvent des figures féminines. Donc là, je rends grâce notamment à Catherine qui a su encourager aussi des femmes comme moi pour qui on se posait la question de la légitimité, sûrement peut-être plus, alors sans faire ma féministe de base, mais peut-être plus que ces messieurs, on se pose cette question de la légitimité. Est-ce qu'on a toutes les compétences et on attend d'avoir l'intégralité des compétences qu'on estime nécessaires pour postuler, alors que certains se posent un petit peu moins de questions que ça. Donc, une fois qu'on a résolu ça, notamment grâce à des figures tutélaires ou à des exemples ou à des modèles, eh ben on y va et on bosse. Et encore une fois, c'est parce qu'on bosse, c'est parce qu'on a prouvé des choses qu'on pourra continuer. Le coup de chance, c'est une fois. Voilà. Et puis, deuxième petit point de vigilance, il reste encore du travail à faire sur les compétences et sur les fonctions. Voilà, les fonctions traditionnellement dévolues aux femmes sur le social, la petite enfance, etc. C'est encore un petit peu compliqué de confier certaines compétences aux femmes avec une espèce de petit a priori sur des vertus qui seraient traditionnellement dévolues aux femmes et qui leur permettraient de remplir avec plus d'efficacité certains postes. Ça évolue, hein, puisque nous, au département, la vice-présidente chargée des finances est une femme. Donc, ça prouve qu'on peut faire aussi ce chemin, mais ça nécessite à la fois de la part des femmes d'oser et de la part des hommes de les laisser. Et voilà, avec ces deux conditions-là, je pense qu'effectivement, les quotas, on peut espérer, deviendront inutiles un jour. Voilà. Irina, vous avez dirigé l'UNESCO. L'UNESCO, c'est la culture. La parité, ou en tout cas la recherche d'équité, ne s'applique pas qu'à la politique. Prenons le monde de la musique. J'ai l'honneur de présider l'Association française des orchestres. Nous avons lancé un gros travail pour 2021-2022 qui s'appelle Unanime compositrice. Savez-vous qu'en 2018-2019, nous avons évalué à 3% le nombre de compositrices jouées par nos orchestres. C'est quelques 8000 œuvres par an qui sont jouées en France à travers l'Hexagone. Voilà. Donc, si on ne fait pas ce travail volontariste, on aura du mal à faire émerger les femmes. Voilà, je vous rends la parole et je la rends à Emmanuel. Merci Catherine. Justement, je voulais rentrer dans ce vif du sujet. Il y a évidemment beaucoup de choses qui ont été faites et pourtant, je fais référence de nouveau à cette étude de Politico qui rappelle quand même que parfois la parité cantonne un peu les femmes dans un certain nombre de fonctions. Ça a été évoqué par la collègue juste avant. Par exemple, 75% des ministres des Finances dans le monde restent des hommes et que parfois, on féminise un certain nombre de fonctions, la culture, les affaires sociales, la petite enfance, parfois l'éducation, mais on a quand même un peu tendance à considérer qu'il y a des hard policies qu'on a du mal à confier à des femmes. Alors, on a évoqué la question des quotas.
un certain nombre d'organisations ont dépassé la logique des quotas en mettant en avant le principe de la stricte parité inscrit dans leur gène. C'est le cas par exemple de l'Union africaine, où la nouvelle commission de l'Union africaine est composée donc de 8 commissaires, un président, une vice-présidente, et de 6 commissaires, 3 commissaires hommes, 3 commissaires femmes. L'Union européenne est en train aussi d'aller vers cela. Ursula von der Leyen a dit, évidemment, sa vigilance et sa mobilisation pour que l'ensemble des commissaires soient paritaires. Est-ce que d'après vous, Irina, on doit arriver aussi à cela en mettant en avant une forme de conditionnalité dans les aides que parfois nous pourrions mettre en exergue ou ne pas attribuer à un certain nombre de pays qui sont très loin de cette modélisation vertueuse nécessaire? Je rappelle quand même ces chiffres absolument dramatiques. Sur les 264 millions d'enfants déscolarisés, 190 millions sont des femmes, et que c'est particulièrement flagrant et particulièrement asymétrique et injuste sur le continent africain, où par exemple au Sahel, seulement 9% des jeunes filles terminent leurs études, que ce soit les études primaires, secondaires, puis universitaires. Donc d'après vous, quelles sont les pistes pour que l'on force les États à être vertueux, mais j'allais dire vertueux normalement, sans forcément avoir une contrainte qui soit celle des quotas? Est-ce qu'on peut inventer autre chose d'après vous? C'est une question vraiment difficile parce que vous avez évoqué si il faut faire une conditionnalité de certains de ces projets, ces programmes pour les pays. Vous avez bien raison d'évoquer certains chiffres. 9% des filles dans le Sahara subsaharien et le reste est particulièrement. Maintenant, je suis vraiment très, très inquiète avec les conséquences de Covid. Parce que le gouvernement se concentrait sur des questions qui sont primordiales, bien évidemment, mais pas tellement dans les conséquences pour les filles et les femmes. Vous savez, je me souviens quand je suis allée la première fois au Tchad, il y a 10 ans, peut-être, j'ai été déjà élue, je suis allée là et j'ai fait un plaidoyer pour l'éducation des filles. Et tout ce qui la réponse c'était de président, de respectifs ministres de l'éducation et le reste, ils m'ont dit oui, je suis tout à fait d'accord, mais il faut que vous fassiez quelque chose pour nous aider de faire l'assainissement, l'accès à l'eau potable, parce que ce sont plutôt des filles qui vont chercher l'eau, ce sont plutôt des femmes qui vont chercher l'eau. J'ai été au Pakistan et j'ai fait le même plaidoyer pour l'éducation des filles. Et une des participants de cette conférence était à l'université Islamabad, c'est une femme professeure, elle m'a dit ne croyez pas que les familles ici au Pakistan, ils ne veulent pas envoyer ces filles aux écoles, mais ils veulent que les écoles soient sécurisées. Alors, je mentionne tout ça de dire que la question pour l'éducation des filles, c'est un peu plus large. Il faut créer toute l'ambiance, il faut créer toutes les conditions pour que les filles vont à l'école. Comme on dit, c'est un écosystème pour l'éducation. Et il faut se concentrer là, il faut vraiment aider le gouvernement d'avoir une telle compréhension de l'enjeu et pas seulement je dirais, de répéter ou de dire envoyez vos filles aux écoles. Et après, bien évidemment, c'est la question des stéréotypes, c'est la question de mentalité, changer et travailler parfois avec les leaders religieux, avec les leaders locaux, je dirais, de différentes communautés. Alors, c'est un travail, je dirais, complexe, mais sans créer un tel écosystème, les filles, ils ne vont pas à l'école. Je me permets de dire que c'est effectivement un travail que vous suivez avec attention avec notre ami Joël Rué au sein du Bridge Tank sur cette notion de polygouvernance, amener d'autres sociologies dans les processus décisionnels qui parfois sont un petit peu verticaux et ils ne font pas la place à des gens qui ont l'expérience opérationnelle. Mais je voulais vous rendre cet hommage parce qu'avec notre ami Joël, vous travaillez beaucoup sur ces questions. Oui, Irina, si vous en êtes d'accord. Le Bridge Tank fait un travail formidable, vraiment. Joël Rué comprend très bien.
Alors, Catherine, si tu en es d'accord, je pense qu'on peut maintenant donner la parole à Clotilde Desroy, tout à fait, conseillère régionale d'Île-de-France, qui est l'auteur d'un rapport sur les violences conjugales. On a évoqué la crise de la Covid-19. Hélas, ces violences conjugales ont été, entre guillemets, accélérées, ou en tout cas ont été facilitées. Je ne sais pas si c'est le mot adapté, mais en tout cas, je pense que Clotilde va nous dire un petit peu ce qu'il en est, non seulement en Île-de-France, mais sur l'ensemble du territoire. Clotilde, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire, Madame Irina, je voudrais vous dire que je partage absolument votre avis sur la parité, quoi. J'étais la seule femme qui a fait un rapport sur les violences faites aux femmes et la maltraitance des enfants. Il n'y a pas eu d'élu conseil régional homme qui s'est proposé à le faire dans cette mandature. Et je pense que c'est vrai qu'on est assez identifiés, nous les femmes, quand on est élu sur des rôles un peu plus sociaux, santé, et que ça serait bien qu'on puisse évoluer sur des postes un peu plus parfois régaliens, en tous les cas reconnus. Je fermerai ma parenthèse. C'est vrai que quand je suis arrivée à la région, en ayant travaillé avec la ministre en charge du droit des femmes précédemment dans un gouvernement précédent, je ne pouvais pas ne pas m'intéresser aux questions des violences faites aux femmes et aussi aux enfants, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et malheureusement, vous l'avez souligné tous, là, tous les élus que vous êtes, Catherine, Emmanuel, Irina Bokova, le confinement a renforcé, voire multiplié, tu l'as dit Catherine, par 5 dans le monde, des appels d'urgence de femmes maltraitées parce que, évidemment, en étant confinées, elles sont encore moins, elles n'ont plus de pouvoir personnel, elles ne peuvent pas sortir et elles sont encore plus maltraitées. Alors, nous, à la région, avec Valérie Pécresse, elle a mis un plan d'urgence dès son arrivée pour renforcer l'aide aux femmes en difficulté. Moi, j'ai toujours considéré que la maltraitance des femmes allait aussi malheureusement avec l'enfermement et la violence faite aux enfants, parce que à peu près toutes les femmes violentées ont des enfants. Et vous l'avez souligné, il y a aussi les petites filles qui sont violentées, les enfants, enfin bon, donc l'un ne va pas sans l'autre, donc je voulais absolument travailler là-dessus. Qu'est-ce qui a été fait en fait dans le cadre de la région? En tous les cas, nous, on a essayé d'être beaucoup plus à l'écoute, de renforcer l'hébergement d'urgence, le téléphone grave danger, mais aussi on a adopté un vœu de l'exécutif pour qu'en 2019, on puisse reconnaître le féminicide, parce qu'on en parlait, mais on ne le reconnaissait pas comme tel. Donc, on a adopté ce vœu. Plusieurs choses ont été faites à la région, tout le monde le sait, on est très à l'écoute des femmes en difficulté. On a fait plusieurs campagnes que je vous recommande. Une campagne qui est absolument incontournable, c'est « Tu m'aimes, tu me respectes ». Donc, je vous engage à aller sur YouTube, elle est très très bien faite et elle peut aussi toucher tout le territoire. Ce que je voudrais dire, en dehors de toutes les mesures qu'on a mises en place à la région, moi je me suis vraiment attachée sur la maltraitance de l'enfance et les violences faites aux femmes, parce que je considère que malheureusement il n'y a pas de plan idéal, qu'il y a un plan constant, un plan qui est quotidien pour nous tous, nous les élus, les représentants des territoires qui sommes à l'écoute des femmes en difficulté et de leurs enfants, et que malgré tous les efforts et les mesures que nous mettons en place, les statistiques, vous l'avez dit tout à l'heure Irina, ainsi que Catherine, elles ne baissent pas, elles évoluent systématiquement. Donc moi je travaille aussi beaucoup au fait que nous les élus, hommes et femmes, nous devons être plus identifiés pour être plus à l'écoute des violences qui existent, qu'elles soient faites sur les femmes, qu'elles soient faites sur les enfants, qu'elles soient faites dans le monde. Et donc, j'avais beaucoup insisté auprès de mon parti, d'Hervé Morin et de vous tous, en disant qu'il fallait qu'on soit plus identifiés et qu'il faudrait que dans chaque ville, il y ait des adjoints en charge des victimes, en charge des enfants maltraités, des femmes violentées.
Et donc, en fait, moi, je l'ai adopté sur cette mandature-là. Je l'ai proposé à mon groupe et avec les centristes, on a pu le mettre en place. Et je crois beaucoup au fait que si on est plus identifié, en tous les cas, on est plus efficace. Alors, je ne dis pas qu'on fait des miracles, mais le fait d'être plus en direct avec les victimes et de travailler en liaison avec les services de police, les associations, et pouvoir être... on est plus efficace, plus dans la rapidité si nous, les élus, on est à l'écoute et qu'on est identifiés. Jusqu'à présent, si vous regardez bien dans nos territoires, beaucoup de mairies ont les violences faites aux femmes et aux enfants qui sont globalisées sur quelque chose qui est social ou santé. Moi, je crois beaucoup à ce qu'on puisse avoir des élus qui soient vraiment prépondérants et engagés, comme je le suis d'ailleurs. Je le revendique, mais je suis très heureuse de le faire, même si c'est un sujet extrêmement difficile et parfois, quand je sors de la mairie, c'est pas très facile d'avoir eu des rencontres avec des femmes violentées, mais en tous les cas, je pense qu'on peut essayer en tous les cas de faire avancer plus les choses. Cela étant, on ne fait pas des miracles, mais je crois beaucoup quand même qu'on peut faire avancer les choses dans ce sens. Merci Clotilde pour ce témoignage fort, puissant, qui montre qu'effectivement les centristes, comme je le disais, sont au cœur de ce combat et de longue date. Le faisons. Catherine, est-ce que, je ne sais pas si Hervé est là, il prendra la parole s'il est là, je ne le vois pas. Est-ce que... laisser la parole à nos participants, parce que certains ont des questions, peut-être ce qui a été raconté les a interpellés. Alors la parole à ceux qui veulent bien la prendre, celles et ceux qui veulent bien la prendre. Laurence Bussière. Alors, Laurence, elle a la particularité d'exercer des fonctions importantes, chère Irina. Elle est présidente de l'Association des maires ruraux du département de l'Eure. Or, rappelons-nous, le pourcentage des maires n'est pas encore très élevé, c'est de l'ordre de 10 à 15% selon les départements. Voilà, chère Laurence. Bonsoir à tous et toutes. Donc moi, je voulais intervenir tout à l'heure concernant que faire pour mettre en place pour tous les pays. Et moi, je suis intervenue en Arménie et j'ai rencontré, avec l'ambassade, nous avons fait une table ronde avec les femmes élues en Arménie, il y en a très peu, et elles ont trouvé ça très, très intéressant de pouvoir échanger ce qu'on mettait en place, ce qui est mis en place en France, et ce qu'elles peuvent faire aussi, mettre en place. Et vice-versa, on a vraiment échangé beaucoup et ça a été très, très riche, autant pour nous, les Françaises, et autant pour elles aussi, les Arméniennes. Et je pensais qu'éventuellement, on pourrait peut-être voir avec les ambassadeurs, ou les ambassadrices, parce qu'il y en a aussi des ambassadrices, si on ne pouvait pas éventuellement mettre des choses en place avec eux pour échanger ce qu'on fait, ce qui est fait chez nous, et puis aussi au niveau de la parité, parce que pour les Arméniennes, la parité, c'était quelque chose aussi de très dur à pouvoir mettre en place. Et voilà, c'était mon intervention concernant pour les pays étrangers à la France. Alors moi, j'ai une question, c'est à moins que quelqu'un ait une question à poser, mais j'ai une question à poser, Irina, tout d'un coup, qui me vient à l'esprit. Nous sommes rentrés dans l'ère tout numérique. Toute l'activité humaine se numérise et continue à se numériser, bon an, mal an, depuis les plus petites entreprises, en passant par l'éducation, les entreprises du CAC 40, tous les secteurs, l'énergie, les transports, la santé. Bref. Et on constate la chose suivante, c'est que à l'école, et surtout dans les études, eh bien, les femmes qui s'engagent dans le numérique le pourcentage est encore plus faible que pour les autres carrières scientifiques, les ingénieurs par exemple, et que ce pourcentage a même régressé en quelques années, et qu'il y a un vrai sujet parce que le monde du numérique, c'est un espace social, politique, démocratique qui est en train de se construire. Il faut le construire. Et comme vous l'avez dit, Irina, 13% de femmes dans les négociations pour la paix, il n'est pas non plus envisageable qu'il y ait moins de 10% de femmes qui sont investies dans ces nouveaux métiers et qui vont construire le monde numérique de demain. Donc, comment faire? Est-ce un sujet qui est porté dans les instances internationales auxquelles vous continuez à participer ou non?
Oui, vous avez absolument raison, Catherine, de poser cette question parce que c'est le nouveau monde, c'est la nouvelle tendance. Et je crois qu'après Covid, cette tendance reste le digital. Aujourd'hui, ça touche l'éducation, la santé, tout ce qui nous entoure et ça va rester. Alors, je voudrais mentionner, il y a deux aspects dans votre question. Alors, la première, c'est vraiment que le pourcentage des femmes est très faible. Pas seulement il est très faible, mais ça diminue. On a commencé, quand j'ai été en poste, nous avons créé au sein des Nations Unies une commission qui s'appelle la commission à haut débit. Ça, à l'époque, voulait promouvoir la connectivité, l'Internet, d'encourager le privé d'investir aussi dans ces réseaux pour avoir plus d'accès aux nouvelles technologies, à l'Internet. Et moi, j'ai présidé une commission sur les femmes et les nouvelles technologies. Et c'était là où nous avons découvert que malheureusement, la distance, cet écart des femmes et hommes ne se rapproche pas, mais c'est tout à fait au contraire avec le développement des nouvelles technologies. Et c'est absolument nécessaire qu'on fasse quelque chose. Alors, tout d'abord, je crois que ça commence déjà aux écoles. C'est pourquoi l'éducation, comme nous disons, STEM, éducation, la science, la mathématique, tout ce qui est important là, il faut vraiment encourager que les filles s'engagent avec et poursuivent après ces études. Et après, quand on vient déjà dans un monde professionnel, à mon avis, il faut aussi créer un écosystème de les encourager. Malheureusement, ça ne se voit pas. Et moi, je suis très inquiète que vraiment les femmes ne sont pas bien représentées dans ce domaine-là. Mais l'autre aspect on ne parle pas beaucoup, à mon avis, de ça, c'est aussi qu'avec les nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle, il se peut que comment le dire, les stéréotypes sont prolongés à travers, ancrés bien dans l'intelligence artificielle. Et je crois que c'est très, très important de commencer à parler de ça pour que l'intelligence artificielle reconnaisse la parité et reconnaisse aussi l'égalité. Si ça ne se reproduit pas, on va reproduire aussi les inégalités à long terme. Et comme j'ai dit, c'est une question qu'on ne parle pas beaucoup. L'UNESCO a fait un rapport préparé par la cellule là sur l'égalité des genres très important sur l'intelligence artificielle et femmes. Il y a quelques études, mais c'est le début, à mon avis, de ce travail à longue haleine, ce travail qui doit aussi se transmettre dans les produits de l'intelligence artificielle qu'on ne le voit pas, malheureusement. Je crois, Emmanuel, que oui. Leïla... Alors, il y a Leïla Lekmara, évidemment. On va lui donner la parole tout de suite. Et ensuite, on la donnera à Pierre Morin. Leïla, à vous. Oui, bonsoir. Merci pour cet échange vraiment très intéressant. Moi, j'ai une question pour Irina Bokova. J'aimerais savoir ce qu'elle pense de l'écriture inclusive. Est-ce qu'elle permet vraiment de lutter contre le sexisme langagier et les discriminations? Question compliquée, mais d'actualité. Irina. Oui. Vous savez, ma première question, quand j'ai été élue en poste en 2009, c'est de demander à l'époque l'ambassadrice, la déléguée permanente de la France auprès de l'UNESCO, Catherine Colonna, qui est maintenant ambassadeur de la France, ambassadrice à Londres, comment je dois écrire mon nom, directrice générale ou directeur général. Et elle m'a dit, c'est absolument nécessaire de le faire directrice générale parce que ça passe déjà un message de rupture avec le précédent et de faire. Malheureusement, je ne peux pas donner un avis
très clair parce que tout d'abord, la langue française n'est pas ma langue maternelle et c'est très difficile un peu d'entrer dans l'esprit, je dirais, de ce débat. Mais parfois, je dois avouer que si je vois seulement le masculin, ça me gêne. Et ça me frappe parce que ce n'est pas inclusif. Je sais que c'est difficile, je sais qu'il ne faut pas faire, comment le dire, changer tout, mais c'est important de l'avoir, à mon avis. Comme j'ai dit, je ne sais pas pour le français, mais il faut faire un effort quand même. Merci. Irina, pour cette question qui est nette et précise et concise. Je vais maintenant donner la parole à Pierre Morin, qui voulait vous interpeller sur les quotas, puisque comme vous savez, comme je l'ai dit, il y a 10 ans, on a institué cette loi qui consiste à ce que les conseils d'administration tendent, on en est loin, à 40% de femmes dans les conseils d'administration. Pierre, à toi la parole. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Madame Bokova. Moi, je voudrais apporter en fait un point peut-être un tout petit peu dissonant ce soir, parce que ça me paraît tout à fait positif ce qui a été fait avec la loi Copé-Zimmermann, en fait, de pouvoir aujourd'hui avoir 40% de femmes dans les conseils d'administration. Aujourd'hui, cette loi, elle a une dizaine d'années, et c'est vrai qu'il y a 10 ans, très franchement, quand on faisait le tour des conseils d'administration, il y avait énormément d'hommes, il y avait peut-être 10-15% de femmes. Aujourd'hui, il y en a 43%. Et sur ce point-là, la France, elle est même championne du monde, en fait, des femmes dans les conseils d'administration. Alors, c'est vrai que moi non plus, je n'étais pas très favorable au quota au départ, mais travaillant dans les ressources humaines, j'ai vu effectivement les effets positifs de cette loi et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde s'en félicite. Il y a d'autres pays qui ont adopté ces quotas et c'est vrai que ça modifie aussi positivement la gouvernance. Il y a des études qui sont faites. Lorsqu'il y a plus de femmes dans les conseils d'administration, ça modifie la gouvernance. Alors, tout n'est pas parfait. Il faut aussi que progressivement, il y ait les mises en place de quotas dans des comités de direction où on est loin de ces 40%. Mais selon vous, en fait, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que dans plus de pays, notamment européens, déjà, en fait, on ait en fait une forme de généralisation, parce qu'on est loin de ces 40% dans les autres pays européens. Il y a des pays qui progressent bien, comme la Finlande, la Norvège, des pays scandinaves. Mais selon vous, quelles seraient en fait les solutions? Est-ce qu'il faut passer par des quotas partout? Comment faut-il mettre la pression sur certains pays pour qu'on puisse effectivement arriver en fait à ce que ce qu'a fait la France, d'une certaine manière, ce soit généralisé et déployé déjà dans les autres pays d'Europe et puis ensuite dans d'autres pays émergents? Irina, on vous donne la parole. On prendra une dernière question parce que je vois que le temps tourne. Robin Desvogelaire, mais on vous donne la parole, Irina. Oui, ma réponse est très bref. C'est difficile d'imposer au pays de telles décisions sur le quota. Mais je crois que le monde change, l'Europe change. Le fait que déjà à l'Union européenne, il y a aussi, je ne sais pas, presque la moitié de la Commission, c'est presque la parité. Le Parlement européen, il y a vraiment une sensibilisation beaucoup plus grande et bien évidemment au sein de différentes familles politiques, il faut, je crois, on peut gérer ces questions. Il faut que les partis politiques s'emparent et donnent, je dirais, l'exemple d'avancer dans ce sujet. Mais c'est très difficile d'imposer. C'est plutôt au sein de l'Union européenne, de l'Europe, s'il y a un débat beaucoup plus grand que montre que c'est une avancée, que c'est un avantage, que ça va dans les intérêts des pays et de l'Europe de faire progresser. C'est ça, changer un peu la mentalité. Merci Irina. Alors, j'espère ne pas écorcher son nom. Robin Desvogelaire. Bonjour, merci. Bonsoir madame. Merci pour la qualité et l'organisation de cette conférence. Vous avez précisé donc que l'éducation reste un pilier fondamental pour conforter les droits des femmes. Mais
au-delà de l'école, oui, évidemment, il reste encore beaucoup de travail dans certains pays. On se rend compte qu'à tout âge, l'accès à l'université et aussi à la formation professionnelle reste compliqué, même dans des pays de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Irina. Bon, c'est juste, je peux partager ce constat parce que vous avez bien raison que quand on parle de l'éducation, je parle seulement au primaire, je parle seulement au secondaire, mais je parle cette vision holistique de l'éducation. Et c'est si vous regardez l'agenda des Nations Unies 2030 avec tout ce qui est là comme priorité dans le domaine de l'éducation. On parle là vraiment d'égalité entre hommes, filles et garçons dans tous les niveaux de l'éducation et comment on peut faire particulièrement sur l'accès à la formation professionnelle. Et là, je crois que c'est une question que vous avez posée qui est aussi importante parce que parfois, à travers l'éducation professionnelle, la formation professionnelle, on voit la répétition, je dirais, des stéréotypes. Il faut faire un travail de pédagogie, un travail d'encouragement pour que les filles prennent aussi sélection des professions qui ne sont pas seulement considérées comme professions féminines. Il faut vraiment, c'est là que s'ouvre la porte pour plus de diversité dans les professions et pour plus d'égalité aussi entre garçons et filles. Mais ça n'arrive pas, encore une fois, automatiquement. Il faut un travail de pédagogie, d'encouragement, de plaidoyer pour que ça soit le cas. Merci Irina, on est quasiment au bout de l'exercice, on va vous libérer, on va expliquer à nos participants que Irina, on est à son 5e Zoom, donc je pense que nous sommes absolument ravis qu'elle ait pu nous consacrer 1 heure. On a encore beaucoup de questions, mais on aura maintes occasions, chère Irina, de continuer à faire ce travail. Je voudrais juste, en une phrase, peut-être introduire une autre façon de concevoir ce dossier en mettant en avant ce que d'autres pays réussissent parfaitement à faire, c'est-à-dire la vertu du leadership féminin. On parle souvent de la manière dont le projet européen est mal perçu, mal vendu auprès des citoyens européens et au niveau de nos partenaires extérieurs à l'Union européenne. L'Union européenne est exceptionnellement partie prenante de cette réflexion. Je me faisais la réflexion en listant les femmes au pouvoir en Europe: Islande, Norvège, Finlande, Danemark, Estonie, Lituanie. Et bien sûr, même si elle n'est pas dans l'Union européenne, votre voisine et collègue, amie Maia Sandu, dont nous félicitons l'élection en Moldavie en novembre 2020. Il existe au niveau de l'Union européenne ce qui s'appelle la clause la plus favorable aux femmes, où un pays européen est d'une certaine façon parfaitement intégré ou parfaitement intégrable s'il aboutit à favoriser dans toutes ses politiques publiques, c'est ce qu'on appelle l'acquis communautaire, 80 000 pages, un certain nombre de présupposés. Pourquoi ne pas dire que partout dans le monde, ce qui se fait dans l'Union européenne devrait être la règle? Au niveau de l'Union africaine, au niveau des organisations subrégionales. On sait par exemple qu'émergent des organisations subrégionales transcontinentales, au niveau de l'Organisation de coopération de Shanghai, notamment, peut-être au niveau de l'OSCE, 57 pays. Pourquoi ne pas, tout simplement, en une phrase, je ne dis pas que c'est la conclusion, ce serait trop présomptueux de ma part, dire que ce que l'Europe sait très bien faire, mais ne sait pas valoriser, pourrait être une façon de faire émerger une vision politique, géopolitique du leadership féminin. Parce qu'encore une fois, ce que attendent les jeunes filles dans le monde, c'est qu'elles aient aussi, et j'en terminerai par là, et je redonnerai la parole à Catherine, un visage au quotidien, dans les médias. Parfois aussi, on a un peu tendance à considérer les femmes dans des confinements ou dans des cantonnements de fonctions, mais pas suffisamment dans les prises de parole réincarnant réellement la hard power, c'est ce que ou la hard policy. Le contre-exemple évidemment vertueux est celle de Jacinda Ardern. Avant de donner la parole à Catherine, et en remerciant évidemment Irina pour la densité, la profondeur, la patience et
les réponses qu'elle a bien voulu nous dire. Une petite annonce paroissiale. Nous allons continuer ces chats stratégiques avec votre ami, et je me permets de vous en donner quelques nouvelles puisque nous avons eu cette conversation. Notre ami Hakima El Haïté, qui devait participer à ce débat, qui a été hospitalisé, qui va beaucoup mieux et qui nous fera l'amitié le 18 mars prochain, en amont de la journée de la francophonie, de nous dire, alors, qui est Hakima El Haïté, ancien ministre de l'Environnement du Maroc, on lui doit la parfaite réussite de la COP22 un an après la COP21 de Paris, mais elle est également présidente de l'Internationale libérale. Avec elle, nous verrons s'il existe une vision francophone du libéralisme, et si tout simplement pour faire face à l'illibéralisme, au populisme qui gangrène nos sociétés, on l'a vu avec le cas hongrois, le Fidesz ayant quitté, je crois, à la satisfaction de beaucoup de ses membres, le PPE, est-ce que finalement le libéralisme n'est pas la meilleure arme contre le populisme? Nous essaierons de voir cela de part et d'autre de la Méditerranée, évidemment dans une logique euro-africaine. Donc c'est le 18 mars, même exercice, 18h30, 19h30. Elle vous succédera, chère Irina. Encore merci pour votre patience. Catherine, je te donne la parole pour les propos conclusifs. Merci, merci, chère Emmanuel. Je ne vais pas être très longue parce que finalement, tu as eu les plus belles paroles, les paroles les plus encourageantes, les plus enthousiasmantes quant aux femmes, au leadership féminin et aux conséquences positives qu'il entraîne. Donc, je ne pourrais pas commenter ce que tu as dit si excellemment, mais mes derniers mots iront pour Irina Bokova. Chère Irina, je comprends que vous ayez été si demandée aujourd'hui, 5 visioconférences, parce que tout simplement, vous êtes un exemple. Je le disais en introduction, première femme à diriger cet organisme international prestigieux qui est l'UNESCO et qui porte des questions essentielles que nous avons abordées aujourd'hui, essentielles liées bien sûr à la question de la femme, qui est en premier lieu l'éducation et la culture, car c'est par l'éducation et la culture, ces 2 piliers fondamentaux qui sont reconnus dans les textes internationaux, que tout commence. Sans culture, sans éducation, et c'est bien le premier des combats, il ne peut pas y avoir de société démocratique qui émerge avec la reconnaissance, voilà, à la fois des hommes et des femmes dans leur équité, dans leur complémentarité. Alors voilà pourquoi vous êtes si attendue encore, Rina, et que nous sommes très heureux d'avoir eu le privilège de vous recevoir et nous comptons poursuivre le dialogue avec vous parce que aussi vous êtes une directrice de l'UNESCO qui a été européenne. Et c'était aussi un événement pour nous et qui nous reste beaucoup à faire aussi pour cette Europe qui a été quelque peu chahutée. Nous parlons quelques jours après le Brexit. Et le Brexit, ça peut paraître loin des femmes, mais le Brexit, c'est aussi un renvoi vers nous-mêmes pour refonder l'Europe et la reconstruire loin des populismes, mais en tout cas à l'écoute de chaque Européen et chaque Européenne dans les défis qu'il y a à mener. Et parmi ces défis, il reste toujours le combat, égalité hommes-femmes, la lutte contre toutes les violences. Et à cet égard, je remercie aussi beaucoup Clotilde Derward de son témoignage et de son engagement. Voilà, je ne serai pas plus bavarde. On a oublié de remercier Enzo. On remercie Enzo Zanetti pour l'organisation. Je me permets de le faire, puisque grâce à lui, nous avons eu des centristes qui se sont connectés tardivement, mais qui ont pu évidemment avoir la quintessence de la parole et de la richesse et de l'intervention d'Irina. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci Irina. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci à toutes et à tous.